Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 octobre. Le titre du jour sur cette émission est double creux sur le Standard & Poor's 500. Le Standard & Poor's 500, c'est l'indice directeur américain. Il réalise actuellement un double creux, c'est-à-dire un double test positif d'un support, les 2120 points. Est-ce que ce double creux va se transformer en double bottom et en retournement haussier? C'est une possibilité laissée envisager par l'analyse technique, mais pour ce faire, il faudra enchaîner plusieurs étapes. L'étape numéro 1, c'était le test du support, on est bon. L'étape numéro 2, c'était un redémarrage haussier, on est bon. L'étape numéro 3, ce sont des cassures de résistance nécessaires et ça, nous n'y sommes pas encore. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent actuellement et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, comme à chaque émission, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers mouvements intraday, les mouvements sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités outre-Atlantique, je vais y arriver, et une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 réalise un double test positif des 2120 et remonte à 2143. Donc, le mouvement intraday du S&P, c'est cette remontée des cours dans la nuit et à l'ouverture, notamment pour fêter de bons résultats d'entreprise. On va voir ça dans quelques instants. Le CAC 40, il reste scotché à sa résistance, à 4510 points, avec l'espoir de la dépasser bien évidemment. Néanmoins, comme je vous l'ai répété ce matin, il faut être pragmatique. Le CAC est déjà bien monté depuis ce matin. Le SP500 approche de résistance. Cette résistance des 4510-4520 points ne va donc peut-être pas passer aussi facilement. Donc restons prudents. Par contre, à terme, et ce tant que les indices US tiendront, tant que les supports seront payés, tant que la tendance sera haussière, et bien évidemment, les risques haussiers seront plus forts. Le VIX corrobore ce scénario haussier, notamment avec une baisse de 4,5% à 15,85 points, signe de complaisance des opérateurs. Il n'y a pas de stress sur ces marchés. Le rebond de l'or fait long feu sur les 1265 $, car comme je vous l'expliquais ce matin, c'est un rebond technique de très court terme dû à la baisse du dollar à très court terme. Or, le dollar, il reste solide pour le moment. C'est d'ailleurs parce que le dollar reste solide que l'AUD-USD réagit à la baisse sous les 0,77, résistance clé. Donc on a vu ensemble qu'on venait de passer de 0,75 à 0,77, on venait de gagner 200 points en 5 séances et qu'il était tout à fait légitime que l'on stabilise, voire que l'on consolide sous cette résistance. C'est un peu comme sur le CAC 40, à court terme prudence, à moyen terme les risques sont aussi ici haussiers. Et puis, il faudra suivre la compression à suivre sur les cours du sucre brut, actuellement à 22,26 cents, parce que ça fait une quinzaine de jours qu'il est dans un petit triangle de compression et je pense que la sortie sera violente. Les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx 50, donc les plus gros titres européens. Vous pouvez voir qu'on a Danone qui fait grise mine toute seule à moins 0,36 et sinon 98% des titres de l'Eurostoxx sont en hausse, voilà, avec les banques qui sont en tête en Espagne, en France et en Italie. Côté statistique, on a eu l'inflation aux USA qui est ressortie en hausse de 0,3%, en ligne avec les attentes. L'inflation core est ressortie à 0,1, un peu en deçà des attentes. Mais à lire les médias depuis la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, j'ai l'impression que ces derniers préfèrent se concentrer sur le fait que l'inflation remonte depuis 6 mois plutôt qu'à court terme, l'inflation core ait été inférieure aux attentes. On nous parle d'inflation en Europe, on nous parle d'inflation aux États-Unis, on essaye donc de nous montrer que l'inflation remonte, que les taux pourraient remonter et que notamment en Europe, le travail de la BCE a été bien fait et porte ses fruits.
Bien évidemment, l'inflation monte mécaniquement à cause du pétrole et non pas à cause d'une reprise économique, mais ça, on ne pourra le constater que d'ici quelques mois. L'inflation en Angleterre est ressortie à 1%, soit plus que les 0,9% attendus. De l'inflation en Angleterre, il y en a, les prix augmentent et c'est notamment à cause de la forte chute de la livre. Et puis, les ventes au détail au Canada sont ressorties en hausse de 0,9% contre des attentes à 0,3%. Donc voilà, des bons chiffres pour le Canada ces dernières semaines. Le chiffre du jour, c'est 17%. 17%, c'est le poids de Samsung dans le PIB de la Corée. C'est impressionnant. Ce qui explique la révision des perspectives de croissance par cette dernière, donc la Corée, de 2,9 à 2,8% de croissance en 2017. Dans les actualités US, donc côté entreprise, beaucoup de publications. Goldman Sachs voit son résultat net augmenter de 58% grâce au trading. Intel profite d'une recommandation par Barclays à la veille de ses résultats. IBM fait mieux que prévu au T3 sur son chiffre d'affaires. Netflix a dépassé les attentes des analystes en termes d'abonnés et le titre gagne 18%. BlackRock a publié un bénéfice en hausse et gère désormais plus de 5000 milliards d'actifs sous gestion. Et puis Domino's Pizza voit son chiffre d'affaires augmenter de 17% malgré un contexte concurrentiel fort aux États-Unis. Et là aussi, les opérateurs le saluent. Côté meilleure et moins bonne performance du SP500 hier, Hasbro, c'était une publication, donc Hasbro, c'est des spécialistes des jouets, des activités pour enfants et pour adultes. Donc le titre a fait mieux que prévu. Vulcan, c'était également une publication. Et dans les baisses chez Zappik et Southwestern Energy, ce sont également des sociétés qui ont publié des résultats qui n'ont pas été appréciés. Vous pouvez voir qu'on a de l'énergie et des minières à gauche comme à droite. Donc ça dépend vraiment de qui publie quoi. Le secteur est assez disparate. Et puis j'ai aussi choisi une figure graphique sur GoPro, sauf qu'aujourd'hui j'ai choisi intentionnellement une figure graphique qui n'est pas exceptionnelle. Je voulais juste vous montrer, donc ici le biseau descendant il est noté 3 sur 5, on peut faire mieux. Je vois ici un canal baissier sur les cours mais pas vraiment un biseau. Donc voilà, à court terme cette figure me semble moyenne. Après, le fait qu'on puisse tracer une oblique de résistance ici, je le trouvais intéressant. Je trouvais aussi intéressant que le titre gap à la hausse et tente de s'extraire de son range, mais pour l'instant, il bute sous ses plus hauts des dernières séances. Donc, attention au biseau, attention à ne pas trouver des biseaux partout. Ce biseau n'est pas un biseau très clair, il m'a juste permis de regarder le titre GoPro, et d'ailleurs, je vais vous emmener sur la plateforme et on va le regarder ensemble un peu différemment. Hop là, alors Paul dit que de bonnes nouvelles dans les entreprises. Effectivement Paul, je vous ai prévenu en amont des publications du T3 aux États-Unis, quels que soient les résultats, ils veulent, les médias, les entreprises pour l'instant, nous faire passer ces résultats comme de bons résultats, alors que les résultats aux États-Unis vont baisser de nouveau de 4% ce trimestre. Mais voilà, il faut du wishful thinking, un suroptimisme exacerbé. Les États-Unis vont bien, les entreprises vont bien, donc ça doit monter. Bref, tout va très bien. Vous l'aurez compris, c'était de l'ironie, mais au moins vous comprenez dans quelle optique les marchés sont actuellement. Alors, on commence par les indices. Concernant les indices, voilà, je vous ai dit ce matin à 4510 qu'on était sous résistance. On a fait 4515 au plus haut. Je vous redis exactement la même chose. On est déjà dans une forte hausse en Europe ce matin, notamment sur le CAC. On est sous une zone de résistance. On n'a pas forcément les catalyseurs possibles pour pouvoir passer la résistance tout de suite. Donc, en cas de clôture sous la résistance, ne pas s'étonner d'un éventuel repli demain. Si et seulement si les cours accélèrent fortement au-dessus des 4520 points, alors on pourrait avoir un appel d'air vers le haut et accélérer vers 4550, 4570. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Le DAX, même chose. Donc il a rattrapé son retard sur le CAC. Il a réussi à grimper en fin de matinée, en ce début d'après-midi. Il a touché sa résistance et il reste dessous. Le CAC et le DAX sont donc aussi à moyen terme, soutenus depuis 15 jours,
haussiers à très court terme, mais ils font face à des résistances et ils auront besoin que les États-Unis aillent plus haut pour pouvoir eux aussi continuer de grimper. Or, les États-Unis, les voici. Le S&P 500 est un petit peu moins solide que d'habitude, vous l'aurez remarqué, puisque le CAC et le DAX sont dans leur partie haute sous des résistances, alors que le SP 500, lui, il est à 1% d'un support. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Pourquoi est-ce que le S&P 500 est timide? Eh bien, tout simplement parce que ici, dans 3 semaines à peine, on a les élections américaines. Donc je nous ai mis une petite barre ici. Donc en gros, toute la période qui va se passer dans les 15 jours qui viennent, ça va être un range, ça va être du bruit, il n'y aura ni d'explosion haussière, ni a priori, sauf mauvaise nouvelle extraordinaire, d'éjection puissante à la baisse. Je pense qu'on va plutôt assister à de l'indécision à un range, et une fois les élections passées, on verra ce qu'il en est. Théoriquement, les opérateurs retrouveraient de la visibilité et on pourrait reprendre la tendance de fond haussière. À court terme, les 2120 points, c'est le support. Les 2150 points, c'est la résistance. Les plus hauts du jour à 2145 points. On a échoué en fait à 2145, 2150 mercredi dernier, vendredi dernier, et là, on y est actuellement. Donc vous voyez bien que le S&P bloque et peut difficilement aller beaucoup plus haut. En bas, ça bloque aussi, les acheteurs sont là, donc pas de problème. Mais vous comprenez donc qu'il se peut que la volatilité du S&P reste réduite dans les séances à venir. On a à 2150 points la MM 15 jours et l'oblique basse du triangle dans lequel on était ici fin septembre, début octobre. Et on a à 2160 points l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis 2 mois. Donc à court terme, on a un test positif des plus bas, on est neutre dans un range sur support, on a bien réagi, c'est une bonne chose, mais par la suite, il faudra valider la hausse en cassant de la résistance et pour l'instant, ça m'apparaît difficile, techniquement parlant, mais également à cause de cette échéance des élections américaines. Alors, j'ai LL qui me dit, pourriez-vous de nouveau bien expliquer la différence entre double creux, double bottom sur le S&P 500? Alors en fait, ce que j'appelais double creux, c'est un double test positif. Vous voyez? On est venu une fois, on teste, c'est bien. On vient une deuxième fois, on teste, c'est positif aussi. Donc on a un double test, une double réaction positive sur le support. Mais pour parler de double bottom, donc vraiment la figure chartiste écrite dans les livres, le double bottom, lui, ne se valide qu'à la cassure de la ligne de coup. Donc je vais prendre pour cela un graphique avec rien dessus. Voilà. Donc, tac, 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 petit cours d'analyse technique en direct. Là, on a un range. On a un test positif là, un deuxième test positif ici, une zone de résistance ici qui s'appelle la ligne de coup. Si et seulement si on casse la ligne de coup, alors on part à la hausse et on reporte alors la hauteur de la figure qui fait 2,8%, soit 59 points, donc on va dire 60 points, et ça nous envoie ici. Voilà. Ça, c'est le scénario du S&P 500 haussier, dans le sens de la dynamique haussière de moyen terme, si tout se passe bien avant les élections et que les élections se passent bien aussi. Dire que les élections se passent bien, ça veut dire que c'est pas Trump qui passe, hein, pour être clair. Donc voilà, techniquement parlant, tendance de fond haussière, court terme sur support. Si les résultats d'entreprise sont bons et que les élections se passent bien, on revient vers la ligne de coup, on la casse et on va vers de nouveaux records historiques. Si par contre c'est Trump qui passe, si par contre il y a des mauvais résultats d'entreprises américaines, si je ne sais pas moi, le pétrole perd 10% et tire tout le secteur énergétique à la baisse et qu'on vient casser le support, là je serai beaucoup plus prudent. Voilà. Voilà donc pour l'explication. Ensuite, on va passer sur les actions US. Alors les actions US, je vous rappelle que je suis en train de me créer une liste, que tous les jours je rajoute des titres dedans pour pouvoir les surveiller. Il faut que ce soit des titres qui vous intéressent. Moi aujourd'hui, c'était le titre GoPro auquel je me suis intéressé, donc on va le regarder ensemble. Donc le titre GoPro, je l'ai trouvé en fait dans la sélection de figures chartistes de la plateforme de CMC Markets. Parce qu'il indiquait tout à l'heure donc un biseau descendant, mais le biseau descendant ne me plaisait pas. Néanmoins, j'ai regardé le titre en données journalières pour voir si je pouvais trouver autre chose.
Et là, vous pouvez constater que sans me tordre l'esprit, j'ai très rapidement trouvé pourquoi le titre réagissait positivement à la hausse. Et autant mon biseau n'est pas bon, autant le support oblique que je viens de vous montrer est magnifique. On a 1, 2, 3, 4 impacts. On a donc un support matérialisant une tendance haussière de moyen terme. Le marché est allé un peu haut, un peu vite, un peu bas, un peu vite. Pour l'instant, le support tient. Tant que ce support tiendra, la hausse pourrait potentiellement reprendre. Après, à vous de regarder si le titre GoPro ne va pas publier parce que, bien évidemment, avec les publications, ça peut faire très mal. Deuxième titre que je voulais vous montrer, c'était Netflix. Donc Netflix qui était dans une période de stabilisation depuis à peu près 6 mois. Il y avait des craintes des opérateurs qu'il y ait moins d'abonnés, que Netflix perde de sa vitesse, perde de sa superbe. Là, je vous ai mis un graphique en données hebdomadaires. Et vous voyez bien qu'en fait, le titre Netflix, il monte, il stabilise, il remonte, il stabilise, il remonte. Des fois, il ne faut pas être pressé. Il y a des actions US comme ça qui montent tellement vite, tellement fort pendant un an, qu'après, pendant un an ou un an et demi, elles sont obligées de rester un peu en consolidation. Il ne faut pas oublier que Netflix, ça coûtait 10 $, 7 $ il y a 3 ans. Là, on est à 120 $. Vous remarquerez par contre la beauté de la MM100 ici en jaune qui passe par les plus bas ici, par les plus bas là et qui accompagne ce beau mouvement de moyen terme. Donc là, Netflix, éjection haussière. Après le problème c'est que quand on n'est pas sur le titre, on ne profite pas du plus 18% et acheter le titre à plus 15 n'est pas chose évidente, ça c'est certain. Et l'autre titre que je voulais vous montrer c'était Illumina. Souvenez-vous, Illumina, on en avait parlé ensemble le mardi 11 octobre. Elle avait publié, on avait gapé à la baisse à moins 25 sur un support de moyen terme. Et je vous avais montré qu'à chaque fois que ce titre avait gapé à la baisse sur des résultats en baisse de moins 10, moins 15 ou moins 20, et bien à chaque fois, le titre était reparti ensuite à la hausse. C'est ce qu'il s'est passé. Le titre Illumina a fait un plus bas à 134, il est à 144, il a donc repris 10 $, soit 7% à la hausse depuis son plus bas de la semaine dernière. Ensuite, les matières premières. Donc sur les matières premières, la compression qu'il faut suivre dans les séances à venir, c'est le sucre. Là, on est en train de former un triangle avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus bas. C'est un triangle de compression. Quand ça va sortir, ça va normalement être puissant, puisque plus la compression est forte, plus la sortie est violente. Je parle de théorie, d'analyse technique. Hop, je change un peu les couleurs de mon triangle. Je vais retirer les flèches en haut pour ne pas vous laisser entendre que j'attends qu'on en sorte par le bas, même si je pense que c'est une possibilité. Et voilà, on est dans une tendance haussière de fond, on est dans un triangle et on va voir dans quel sens ça sort. Ensuite, le jus d'orange, pour ceux qui sont dessus à la baisse, tout se passe bien. L'oblique haussière a cassé, on a cassé le support, on est dans une consolidation baissière. Ensuite, ce qui fait refluer un petit peu les indices cet après-midi, c'est le pétrole. Alors le pétrole, ne venez pas me dire qu'il donne un signal haussier ou baissier quand il baisse de 1 ou de 2%. Je ne prendrai en considération un niveau clé cassé que si on casse les 49 à la baisse ou les 51,50 à la hausse. Entre les deux, c'est du brouhaha. Ensuite, le blé, l'avoine, le maïs, donc on a le blé et le maïs d'un côté qui faiblissent et qui consolident, et on a l'avoine qui est toujours aussi fort. Donc ça, on l'avait vu, depuis 15 jours, l'avoine est extrêmement fort, monte plus vite, plus fort que le blé et le maïs. Et donc là, le blé et le maïs consolident, l'avoine continue. L'argent, eh bien, on est retombé tout aussi sec. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a aucune raison à court terme que l'or et l'argent montent. Parce que les indices sont haussiers, les métaux précieux sont théoriquement délaissés. Parce que les rendements obligataires remontent, eh bien, l'or devient moins intéressant. Et parce que le dollar est fort, les métaux ont du mal à pouvoir grimper. Donc, il n'y a que des raisons à la baisse de l'or. La seule raison qui faisait que l'or s'est repris un petit peu ces 24 dernières heures, c'est tout simplement que le dollar avait besoin de respirer un petit peu. L'or ne pourrait remonter très nettement que vers 1275, 1290, que si, et seulement si, le dollar venait à chuter d'un coup, et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que ça peut l'être ? Oui, si on casse un support. N'oubliez jamais, pas de cassure, pas de signal.
D'ailleurs, ce fameux dollar, on va le regarder tout de suite. Voilà, tout à l'heure, j'avais publié un graphique sur Twitter et j'avais mis ce graphique en données 4 heures expliquant que donc on avait ici des bottoms, là une cassure de résistance, une tendance haussière de fond. Il y a quelqu'un qui m'a interloqué sur ce graphique et qui a marqué ici on a un double top. Non, ici on a un double échec, on a une respiration des cours. Pour que le double top soit validé, il faudra une cassure de la ligne de coup. Donc j'ai tracé la ligne de coup. Là où certains voient un double top et des risques baissiers, moi je vois une latéralisation en range, un retour sur les supports avant de redémarrer dans le sens de la tendance. Un double top ne serait validé que si et seulement si on avait cassé la ligne de coup. Et avec des cours qui repartent très rapidement vers les plus hauts, si les plus hauts venaient à céder, vu que c'est un top qui a été travaillé par 2 fois, eh bien la cassure serait d'autant plus propre et donc potentiellement violente. Parce que le dollar se reprend et tient bien. L'AUD ne passe pas les 0,77, mais de toute façon, on ne s'attendait pas à ce que les 0,77 passent comme dans du beurre après 5 séances consécutives de hausse. Il est tout à fait légitime, comme sur le 440, qu'on travaille la résistance avant éventuellement de la passer. Donc l'AUD et le NZD, je vous avais prévenu ce matin qu'on arrivait à proximité de seuil clé. Le NZD, je vous ai donné les 0,7220, donc on les a touchés par la suite et on reflue un petit peu dessous. Donc là, pour moi, à court terme, AUD et NZD ont atteint des résistances. Pour vraiment qu'ils aillent plus haut, il faudrait que le dollar baisse. Et le dollar baissera si et seulement s'il casse un support. En attendant, il est extrêmement bullish. Et parce que le dollar est bullish, l'euro-dollar reste baissier. Et comme je vous le disais ce matin, je ne vous parle aucunement de stratégie haussière sur l'euro ces derniers temps, puisque 1, il est baissier, 2, il a cassé des supports, 3, même si le dollar devait baisser, l'euro serait une des monnaies qui monterait le moins, puisque l'AUD et le NZD sont très forts, mais l'euro, lui, il est très faible. Donc, pas intéressant. Et la livre, elle se reprend, des bons chiffres, une petite conso du dollar et la livre qui tente de s'affirmer, qui tente de sortir par le haut. Je ne sais pas si ce sera confirmé en données journalières, mais pour moi, une seule chose à dire, les excès en bourse sont corrigés par des excès, et là, de la baisse excessive, on en a eu sur la livre, je ne serais donc pas étonné d'un retour de flamme à la hausse. Alors, Pascal me parle de Johnson & Johnson. Alors, Johnson & Johnson qui baisse malgré des bons résultats. Alors, on va regarder ça. Je vais la mettre dans ma liste. Alors, Johnson & Johnson, j'ai vu une news passer tout à l'heure dessus. Parce que Johnson & Johnson, me semble-t-il, donc il y a eu... comment dire, rapprochement avec Pfizer. Ouais, c'est bizarre, la plupart des chiffres sont bons, les résultats dépassent les attentes, le laboratoire promet des médicaments, de bonnes ventes font flamber les bénéfices trimestriels. Ouais, c'est spécial. C'est spécial, le titre est plutôt dans une tendance haussière de fond, il était dans un range à très court terme. Et puis là, on est en train de sortir par le bas d'une consolidation. Après, Pascal, faut pas chercher midi à 14h. Les chiffres sont peut-être bons, le marché les considère comme mauvais, il y a cassure par le bas, on va pas se mettre... On pourrait être intéressé par un trade spéculatif à l'achat en espérant que le marché réintègre le range, etc. Mais ce serait vraiment un scénario tiré par les cheveux. Voilà. Il arrive parfois qu'une société publie que les chiffres soient bons mais moins bons que ce que le marché attendait, ou que le titre soit déjà bien monté les mois précédents et donc que le marché considère les résultats comme corrects mais ne fasse pas forcément monter le titre. Ce sont des choses qui arrivent en tous les cas. On verra à la clôture. Si on clôture par le bas en dehors de ce range, c'est pas quelque chose de très positif pour la suite sur cette action. Je pense avoir répondu à toutes vos questions, donc on est bien d'accord, on a des indices qui tiennent bien, aux US ça stabilise, en Europe ça tient très bien, le 440 surperforme parce qu'il contient beaucoup de bancaires,
Tant que le pétrole tient bien, tant que les chiffres économiques sont bons, tant que les résultats d'entreprise sont bons, on pourrait garder une pente haussière. Après, comme je vous l'ai dit, là, à très court terme, on est sous résistance sur le CAC. Et puis, pour les 2 semaines à venir, pour le S&P 500, il va être difficile d'être particulièrement haussier et volatile, puisque les opérateurs sont un petit peu, tétanisés en vue de l'élection américaine du 8 novembre prochain. Voilà, sur ce, on a fait le tour. Je vous ai parlé de nombreux actifs, j'ai répondu à vos questions. Et puis, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à venir me les poser, soit demain matin pour la matinale, soit demain après-midi dans cette même émission. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon trading, et je vous retrouve demain pour les émissions de CMC Markets. Ah oui, j'oubliais, vous avez ce soir un webinaire à 18h30. Donc pour ce faire, vous allez dans la rubrique formation de CMC Markets et vous pouvez voir qu'on a aujourd'hui 18 octobre un webinaire d'introduction à l'analyse technique. Et quand on clique, me semble-t-il, ce webinaire est à 18h30. Voilà. Passez une bonne soirée et à demain.